Elle m'a volé 20 ans de ma vie. » Ces mots ont traversé la pièce comme une lame. Ma fille les a prononcés d'une voix calme, presque détachée, en regardant le psychologue droit dans les yeux. J'ai 43 ans. Je suis seule. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais vraiment vécu. Et tout ça, c'est à cause d'elle. Elle parlait de moi. Et elle avait raison. Je m'appelle Renée Blanchard. J'ai 69 ans. Et ce que je vais vous raconter n'est pas l'histoire d'une mère martyrisée par ses enfants. C'est l'histoire d'une mère qui a détruit sa fille en croyant l'aimer. C'est mon histoire, la plus douloureuse que j'ai jamais eue à raconter, mais aussi la plus nécessaire. C'était un mardi après-midi de septembre. Le cabinet du docteur Martin se trouvait au 3e étage d'un immeuble haussmannien, rue de Rennes à Paris. Une pièce aux murs beige, 2 fauteuils en cuir bordeaux, un canapé gris, une boîte de mouchoirs sur la table basse. La lumière filtrait à travers des stores vénitiens, créant des bandes d'ombre et de lumière sur le parquet ciré. J'avais accepté de venir uniquement parce que le médecin de ma petite nièce avait suggéré une thérapie familiale. Et pour améliorer la communication, avait-il dit avec ce sourire professionnel qui ne laissait rien transparaître. Je pensais que nous allions parler des petites tensions du quotidien, des incompréhensions normales entre une mère et sa fille, des malentendus qui s'accumulent avec le temps et qu'une bonne conversation pourrait dissiper. Je ne savais pas que j'allais entendre la vérité, une vérité que j'avais passé des décennies à fuir. Christine était assise à l'autre bout du canapé, aussi loin de moi que possible sans quitter le meuble. Elle portait un pull gris trop large qui semblait l'engloutir, ses cheveux châtains attachés en queue de cheval négligée. Elle avait les mêmes yeux que son père, des yeux noisettes, profonds, qui ne mentaient jamais. Des yeux que j'avais aimés chez Marcel et que j'avais cru retrouver chez elle. Mais ce jour-là, ces yeux-là me regardaient avec quelque chose que je n'avais jamais voulu voir auparavant. Le docteur Martin, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel coupés courts, au visage grave mais bienveillant, nous a regardés tour à tour. Et elle portait des lunettes à monture noire, qui lui donnaient un air intellectuel, et ses mains étaient posées calmement sur un carnet ouvert, un stylo entre les doigts. « Christine, nous avons parlé seul à seul la semaine dernière. Aujourd'hui, j'aimerais que vous partagiez avec votre mère ce que vous m'avez confié, si vous vous sentez prête, bien sûr. » Christine a respiré profondément. J'ai vu ses mains trembler légèrement sur ses genoux, là où elle les avait posées, comme pour se donner une contenance. Elle a fermé les yeux un instant, et j'ai vu passer sur son visage une expression que je ne lui connaissais pas, du courage peut-être, ou de la résignation. « Je ne sais pas par où commencer », a-t-elle murmuré. « Commencez par ce qui vous fait le plus mal », a dit le docteur Martin doucement, avec cette voix posée qui devait rassurer des dizaines de patients chaque semaine. Et c'est là que Christine m'a regardée, pour la première fois depuis des années. Elle m'a vraiment regardée. Pas ce regard fuyant qu'elle avait pris l'habitude d'avoir en ma présence. Pas ce regard vide des dimanches après-midi, où elle venait déjeuner par obligation. Non, un vrai regard. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais voulu voir. De la douleur. Une douleur ancienne, profonde, fossilisée. Une douleur qui avait eu le temps de se transformer en quelque chose de plus dur, de plus définitif. « Maman !» a-t-elle commencé. Puis elle s'est détournée, incapable de soutenir mon regard, et s'est tournée vers le docteur Martin. Je ne peux pas lui parler directement. Pas encore. C'est trop difficile. « C'est normal, Christine. » « C'est tout à fait normal. Parlez-moi alors. Votre mère écoute. Elle est là pour entendre ce que vous avez à dire. » Christine a fermé les yeux un instant.
J'ai vu sa poitrine se soulever dans une inspiration profonde, comme si elle rassemblait toutes ses forces pour ce qui allait suivre. Quand elle les a rouverts, sa voix était calme, presque clinique, détachée de toute émotion visible. Mais je connaissais ma fille. Je savais que ce calme n'était qu'une façade, un mur qu'elle avait construit pour se protéger. Elle m'a volé 20 ans de ma vie. Mon cœur s'est arrêté. Le temps s'est figé. J'ai senti le sang quitter mon visage, mes mains devenir glacées sur mes genoux. J'ai 43 ans. Je suis seule. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais vraiment vécu. Et tout ça, c'est à cause d'elle. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour dire que c'était faux, que j'avais tout sacrifié pour elle, que tout ce que j'avais fait, je l'avais fait par amour. Mais le docteur Martin a levé la main dans un geste calme mais ferme. « Madame Blanchard, s'il vous plaît. Laissez Christine terminer. Il est important qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ressent sans interruption. Vous aurez l'occasion de répondre ensuite. » Christine a continué, les yeux fixés sur le mur derrière le docteur, comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible, comme si elle récitait un texte qu'elle avait répété des milliers de fois dans sa tête. Elle a choisi mes études. Je voulais faire des langues étrangères, voyager, découvrir le monde. Elle a décidé que je ferais de la comptabilité parce que c'était plus sûr, plus pratique, plus près de la maison. Elle a choisi mon travail. Quand j'ai eu une opportunité à Paris, elle a pleuré pendant des jours, jusqu'à ce que je refuse. Elle a fait fuir tous les hommes qui s'intéressaient à moi. Julien, Marc, Antoine, tous. Elle trouvait toujours quelque chose qui n'allait pas. Toujours une raison pour me mettre en garde, pour m'éloigner d'eux. Elle m'a obligée à vivre à côté d'elle, à 15 minutes maximum. Jamais plus loin. Et chaque fois que j'ai essayé de partir, chaque fois que j'ai voulu prendre une décision par moi-même, elle m'a culpabilisée jusqu'à ce que je reste. Elle pleurait. Elle disait qu'elle allait mourir de solitude, que je l'abandonnais comme mon père l'avait abandonnée en mourant. Comment aurais-je pu partir après ça? Sa voix s'est brisée, juste une fissure dans le mur qu'elle avait construit, mais suffisante pour laisser entrevoir l'océan de souffrance qu'il retenait. J'ai 43 ans et je n'ai jamais pris une seule décision importante dans ma vie. Pas une seule, parce qu'elle décidait tout, toujours. Le silence est tombé sur la pièce comme un linceul. Je pouvais entendre le tic-tac d'une horloge quelque part, le bruit lointain de la circulation dans la rue, le battement de mon propre cœur qui résonnait dans mes oreilles. Je voulais crier, je voulais dire que c'était faux, que j'avais tout fait pour son bien, que je l'aimais plus que tout au monde, que chaque décision que j'avais prise n'avait été motivée que par mon amour pour elle. Mais les mots ne sortaient pas. Ils restaient coincés dans ma gorge, bloqués par quelque chose de plus fort que moi, parce qu'au fond de moi, dans un endroit que j'avais toujours refusé de regarder, un endroit que j'avais muré derrière des années de déni et de justification, je savais qu'elle avait raison. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et parfois, on découvre qu'on était soi-même cette personne. Avez-vous déjà réalisé que vous aviez fait du mal à quelqu'un que vous aimiez, en croyant sincèrement agir pour son bien? Si oui, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut que je vous raconte ma vie. Ma vraie vie, pas celle que je me racontais à moi-même depuis des décennies. Je suis née en 1955, dans un petit village de Normandie, près de Lisieux. Mon père était agriculteur, un homme taiseux, qui passait ses journées dans les champs et ses soirées devant la télévision sans dire un mot. Ma mère était femme au foyer.
comme toutes les femmes de sa génération dans notre village. J'étais l'aînée de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Mon frère Paul était le préféré, bien sûr. C'était lui qui reprendrait la ferme, lui qui comptait vraiment. Chez nous, on ne parlait pas de sentiments. On travaillait, on obéissait, on se taisait. L'amour était un mot qu'on ne prononçait jamais, un concept abstrait réservé aux romans et aux films. Ma mère était une femme dure, froide, forgée par une vie de labeur et de sacrifice. Elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Pas une seule fois en 69 ans. Même sur son lit de mort, elle n'a pas prononcé ces mots. Elle m'a regardée, elle a hoché la tête et elle est partie. Quand j'avais 17 ans, j'ai voulu partir étudier à Paris. J'avais des rêves. À l'époque, des rêves immenses qui me semblaient aussi naturels que respirer. Je voulais devenir institutrice, voyager, voir le monde au-delà des champs de blé et des pommiers de Normandie. J'avais de bonnes notes. J'étais première de ma classe en français et en histoire. Mon professeur principal avait dit à mes parents que j'avais du potentiel, que je pourrais faire des études supérieures. Ma mère a ri, un rire sec, sans joie, qui m'a glacé le sang. « Toi, à Paris ? Tu reviendras en pleurant dans 3 mois, la queue entre les jambes. Les filles comme nous ne sont pas faites pour la ville. Reste ici, trouve un bon mari, fais des enfants. C'est tout ce qu'on te demande. » Je suis restée. J'ai rangé mes rêves dans une boîte au fond de mon cœur, j'ai fermé le couvercle et j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai épousé Marcel Blanchard, un homme du village voisin, à 20 ans. C'était un bon parti, disait ma mère. Il avait un travail stable, une maison, des économies. Il ferait un bon mari. Et c'est vrai qu'il était un bon mari. Marcel était travailleur, honnête, silencieux. Il me traitait avec respect. Il ne buvait pas. Il ne me frappait pas. Dans notre monde, c'était déjà beaucoup. Il travaillait comme architecte dans un cabinet à Rouen. Il rentrait tous les soirs à la même heure. Il lisait le journal. Il regardait la télévision. Il m'embrassait sur le front avant de s'endormir. Ce n'était pas l'amour passionné des romans, mais c'était une vie stable, prévisible, rassurante. Nous avons eu Christine en 1981. J'avais 26 ans. Je me souviens du moment où on me l'a mise dans les bras pour la première fois. Cette petite chose fragile, avec ses yeux fermés et ses poings serrés, qui ne pesait que 3 kilos 200 grammes. J'ai senti quelque chose exploser dans ma poitrine. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Un amour si violent, si absolu, si dévorant qu'il m'a fait peur. Et j'ai fait une promesse silencieuse, murmurée à l'oreille de ce bébé, qui dormait contre mon sein. Une promesse que je croyais sacrée. Toi, ma fille, tu auras tout ce que je n'ai pas eu. Tu ne manqueras de rien. Tu ne connaîtras jamais la froideur de ma mère, la solitude de mon enfance, l'abandon de mes rêves. Je te protégerai de tout, toujours. Je ne savais pas encore que cette promesse allait devenir une prison, pour elle et pour moi. Marcel est mort d'une crise cardiaque quand Christine avait 12 ans. C'était un matin de novembre 1993, un mardi ordinaire. Il s'est levé comme d'habitude. Il a pris sa douche. Il s'est habillé pour aller au travail. Puis il s'est assis à la table de la cuisine pour boire son café. Et il s'est effondré. Son visage est tombé dans sa tasse, renversant le liquide brûlant sur la nappe blanche. Christine était à l'école. J'étais seule avec lui. J'ai appelé les secours. J'ai hurlé son nom. J'ai essayé de le ranimer comme je l'avais vu faire à la télévision. Mais il était déjà parti. Le médecin a dit que son cœur avait simplement lâché. Il avait 47 ans.
Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec une enfant à élever. Une veuve de 38 ans, sans expérience professionnelle, avec une maison à payer et une fille qui avait besoin de tout. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que l'amour s'est transformé en autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus possessif, de plus destructeur. Christine était une enfant timide, rêveuse, qui passait des heures dans sa chambre à lire des romans d'aventure. Jules Verne, Alexandre Dumas, Jack London. Elle dessinait des cartes de pays imaginaires sur de grandes feuilles de papier, inventait des histoires de voyages au bout du monde, de temples perdus et de trésors enfouis. Elle me parlait de l'Amazonie avec des étoiles dans les yeux, du Tibet comme si elle y était déjà allée, de l'Australie comme si c'était sa vraie maison. « Maman, quand je serai grande, je veux être exploratrice. Je veux voir l'Amazonie, le Tibet, l'Australie. Je veux découvrir des endroits où personne n'est jamais allé. » Je souriais. « Oui, ma chérie, un jour peut-être. » Mais dans ma tête, je pensais autre chose. Je pensais, non, tu resteras près de moi. Je ne te laisserai pas partir comme j'aurais voulu partir. Je ne te laisserai pas me quitter. Tu es tout ce qui me reste. Tu es ma vie. Après la mort de Marcel, Christine est devenue mon univers, ma raison de vivre, ma seule compagnie dans cette maison trop grande et trop silencieuse. Je me suis dit que c'était normal. Une mère et sa fille, seules au monde. C'est naturel qu'elles soient proches, non? C'est naturel de vouloir la garder près de soi, de la protéger des dangers du monde, de veiller sur elle. Mais ce n'était pas de la proximité. Ce n'était pas de la protection. C'était de la possession. Le premier signe aurait dû m'alerter. Christine avait 15 ans. Elle était invitée à une fête d'anniversaire chez une camarade de classe, une certaine Sophie Mercier dont les parents avaient une grande maison à la campagne. Une soirée pyjama, rien de plus. Toutes les filles de sa classe y allaient. « Non !» ai-je dit sans même réfléchir. « Mais maman, toutes mes amies y vont. C'est juste une fête d'anniversaire. On va regarder des films, manger du gâteau, dormir dans des sacs de couchage. Il n'y a rien de dangereux. » Je ne connais pas ces gens. Je n'ai jamais rencontré les parents de cette Sophie. Et si quelque chose t'arrivait? Et si tu tombais malade là-bas? Non, tu restes à la maison. C'est plus prudent. Christine a pleuré. Elle m'a supplié. Elle a argumenté. Elle a promis de m'appeler toutes les heures, si je voulais. Mais j'ai tenu bon. J'avais cette peur au ventre, cette angoisse irrationnelle à l'idée qu'elle soit loin de moi, ne serait-ce qu'une nuit. « C'est pour ton bien, ma chérie. Tu me remercieras plus tard. Je suis ta mère. Je sais ce qui est bon pour toi. » Elle n'est pas allée à la fête. Elle est restée à la maison avec moi, devant la télévision, silencieuse et maussade. Et peu à peu, ses amis ont cessé de l'inviter. Pourquoi inviter Christine si elle dit toujours non? Pourquoi insister si sa mère refuse systématiquement? J'aurais dû voir le schéma se mettre en place. J'aurais dû comprendre ce que je faisais. Mais je ne voyais rien. Je ne voyais que ma peur, mon besoin d'elle, mon amour dévorant. À 16 ans, Christine a voulu s'inscrire à un cours de théâtre amateur dans le centre culturel de la ville. Elle avait joué dans une pièce à l'école, un petit rôle dans une comédie de Molière, et son professeur de français avait dit qu'elle avait du talent. Ses yeux brillaient quand elle m'en parlait. Non, le théâtre, c'est pour les gens qui n'ont pas de vraie carrière. C'est un hobby, pas un avenir. Tu feras des études sérieuses, quelque chose de concret, quelque chose qui te permettra de gagner ta vie dignement. À 17 ans, elle a voulu partir en voyage scolaire en Angleterre. 2 semaines à Londres et à Cambridge avec sa classe de terminale
pour perfectionner son anglais. Non, 2 semaines sans toi? Et si tu tombais malade là-bas, toute seule dans un pays étranger? Et si tu avais un accident? Tu ne parles même pas bien anglais. Comment ferais-tu pour te faire soigner? Non, c'est trop risqué. À 18 ans, elle a voulu étudier les langues étrangères à Paris. Elle avait été acceptée dans une bonne université. Elle avait trouvé une chambre en résidence universitaire. Elle avait tout prévu. Elle était tellement excitée quand elle m'a annoncé la nouvelle. Non, Paris est trop loin. C'est une ville dangereuse, pleine de gens mal intentionnés. Une jeune fille seule à Paris. Tu imagines les risques? Tu iras à l'université de Rouen. C'est à 1 heure de la maison. Tu pourras revenir tous les week-ends. C'est beaucoup plus raisonnable. Chaque fois, j'avais une raison. Une bonne raison. Une raison logique, raisonnable, maternelle. Je ne hurlais pas. Je ne menaçais pas. Je pleurais. Je disais que j'avais peur pour elle, que je ne voulais que son bien, que je ne pourrais pas survivre s'il lui arrivait quelque chose. Et elle cédait, toujours, parce qu'elle m'aimait, parce qu'elle ne voulait pas me faire de peine. Parce qu'elle était une bonne fille. Je ne voyais pas que chaque non était un barreau de plus dans sa cage. Je ne voyais pas que je construisais une prison autour d'elle, jour après jour, année après année. Je ne voyais que mon amour, mon inquiétude, mon besoin de la garder près de moi. Christine a fait des études de comptabilité à Rouen. Ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais c'était pratique, sûr, raisonnable. Elle excellait en langue. Elle rêvait de traduction, de voyage, de découverte. Elle s'est retrouvée devant des colonnes de chiffres, dans un bureau gris, à faire un métier qui ne l'intéressait pas. Elle revenait tous les week-ends. Tous les samedis matins, je l'attendais à la gare. Et tous les dimanches soirs, je la raccompagnais au train. Parfois, elle essayait de rester à Rouen le samedi soir. Une fête avec ses camarades d'université, un concert, une soirée entre amis. Je l'appelais. « Tu me manques, ma chérie. La maison est si vide sans toi. Je n'ai que toi, tu sais. Depuis que ton père est mort, tu es tout ce qui me reste. » Et elle rentrait. Toujours. Elle annulait ses projets. Elle décevait ses amis. Elle revenait vers moi. Parce que j'avais besoin d'elle. Parce que je l'appelais comme on appelle au secours. À 22 ans, Christine a obtenu son diplôme avec mention. Elle était brillante, ma fille, même dans un domaine qu'elle n'avait pas choisi. Elle a trouvé un poste dans un cabinet comptable à Paris. Un grand cabinet, une position prestigieuse, un salaire excellent pour une débutante. Mon cœur s'est glacé quand elle me l'a annoncé. Paris? Mais pourquoi si loin? Il y a des cabinets comptables à Rouen. Il y en a même ici, dans la région. Pourquoi aller si loin? Maman, c'est une opportunité incroyable. Un cabinet international, des clients prestigieux, une vraie carrière. C'est exactement ce que j'ai étudié pour obtenir. Mais tu seras toute seule là-bas. Une jeune femme seule à Paris, c'est dangereux. On entend tellement de choses aux informations. Des agressions, des cambriolages, des choses horribles. Et moi, tu penses à moi? Je vais rester toute seule ici dans cette grande maison vide? Christine m'a regardée. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Une lueur de révolte, peut-être, ou de désespoir. Un éclat qui disait « Laisse-moi partir. S'il te plaît, laisse-moi vivre. » Mais elle n'a rien dit de tout cela. « Maman, j'ai 22 ans. Il faut bien que je vive ma vie un jour. Je ne peux pas rester éternellement à côté de toi. » Ta vie est ici avec moi. Je suis ta mère. Je t'ai tout donné. J'ai sacrifié ma propre vie pour t'élever, pour te donner tout ce dont tu avais besoin. Et maintenant,
Tu veux m'abandonner? C'est comme ça que tu me remercies? » J'ai pleuré, de vraies larmes, des sanglots profonds qui venaient du plus profond de mon être. Je ne faisais pas semblant. J'avais vraiment peur. Peur de me retrouver seule. Peur de la perdre. Peur qu'elle m'oublie, qu'elle se construise une vie à Paris et qu'elle ne revienne plus jamais. Christine a pâli. J'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux. « Maman, je ne t'abandonne pas. Je veux juste... » « Tu veux m'abandonner, comme ton père m'a abandonnée en mourant. Je vais finir seule, comme ma propre mère. C'est ça que tu veux? Que je meure de solitude pendant que tu vis ta belle vie à Paris? » Le silence est tombé entre nous comme un mur. Christine a baissé les yeux. Ses épaules se sont affaissées. J'ai vu la défaite sur son visage, la résignation, l'abandon de ses rêves. « Non, maman, ce n'est pas ce que je veux. » Elle n'est pas allée à Paris. Elle a trouvé un poste dans un petit cabinet comptable à Rouen. Elle a loué un appartement à 15 minutes de chez moi. Un petit 2 pièces, avec vue sur une cour intérieure. Elle venait dîner tous les dimanches. Elle m'appelait tous les jours, parfois 2 fois par jour. Et moi, j'étais soulagée. Ma fille était là, près de moi, en sécurité. Je l'avais gardée. Je l'avais protégée de ce monde dangereux. Je ne voyais pas que je venais de détruire son premier rêve. Le premier d'une longue série. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir qui sont les personnes qui partagent cette histoire avec moi. Les années ont passé. Christine avait 25 ans, puis 30, puis 35. Le temps filait comme de l'eau entre les doigts. Les saisons se succédaient. Les Noëls et les anniversaires défilaient. Elle travaillait, elle payait ses factures. Elle menait une vie normale, en apparence. Elle avait un appartement propre et bien rangé, une voiture fiable, des collègues qu'elle retrouvait parfois pour un déjeuner. Mais il manquait quelque chose d'essentiel, l'amour. Oh, il y avait eu des hommes, quelques-uns, des rencontres, des débuts de relations, des étincelles d'espoir. Mais aucun n'était jamais resté, aucun n'avait survécu à moi. Le premier s'appelait Julien. Christine avait 24 ans. Elle l'avait rencontré lors d'une conférence professionnelle, un séminaire sur les nouvelles normes comptables. Il était ingénieur dans une entreprise de travaux publics, grand, souriant, avec des yeux bleus comme le ciel de Normandie en été. Il faisait de la randonnée en montagne. Il jouait de la guitare. Il racontait des blagues qui faisaient rire Christine, comme je ne l'avais plus entendu rire depuis des années. Elle me l'a présenté un dimanche de juin, 3 mois après leur rencontre. Elle était nerveuse. Je le voyais à la façon dont elle tripotait le bout de sa manche. Elle voulait tellement que ça se passe bien. « Maman, voici Julien. On se fréquente depuis quelques mois. » J'ai souri poliment. J'ai serré sa main. Mais en le regardant, en voyant la façon dont il regardait ma fille, la façon dont il lui touchait le bras, la façon dont ils échangeaient des sourires complices, j'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Il allait me l'apprendre. Pendant le déjeuner, j'ai posé des questions. Beaucoup de questions. Des questions que je présentais comme de l'intérêt maternel, mais qui étaient en réalité des attaques déguisées. « Vous gagnez combien, Julien? Ce n'est pas indiscret, mais je voudrais savoir si vous êtes en mesure de subvenir aux besoins de ma fille. Vos parents sont divorcés. M'avez-vous dit? C'est souvent un signe d'instabilité, vous savez. Les enfants de parents divorcés ont tendance à reproduire les schémas de leurs parents. Vous comptez rester à Rouen ou vous avez des projets ailleurs? Parce que Christine a sa vie ici, vous comprenez?
Elle ne peut pas partir du jour au lendemain. Christine m'a dit que vous aimiez la randonnée en montagne. C'est dangereux, la montagne. Il y a beaucoup d'accidents chaque année. Des gens qui tombent, qui se perdent, qui meurent de froid. Vous n'avez pas peur? Julien a essayé de répondre calmement à chacune de mes questions, mais je voyais son malaise grandir. Son sourire se figeait, ses épaules se crispaient. Ses réponses devenaient de plus en plus courtes. Christine me lançait des regards suppliants que je faisais semblant de ne pas voir. Après le déjeuner, quand il est parti, j'ai dit à Christine d'un ton catégorique: « Il n'est pas pour toi. »« Quoi? Mais maman, tu ne le connais même pas. Vous avez passé 2 heures ensemble et tu décides qu'il n'est pas pour moi. » Je n'ai pas besoin de le connaître plus que ça. Je vois bien qu'il n'est pas sérieux. Un homme de son âge qui fait de la randonnée en montagne au lieu de construire une carrière stable, c'est qu'il n'a pas de vraie responsabilité. Et ses parents divorcés. Tu sais ce que ça veut dire. Le divorce, c'est héréditaire dans certaines familles. Ça ne veut rien dire du tout. Ses parents se sont séparés quand il avait 10 ans. Ça ne fait pas de lui un homme incapable de s'engager. Christine, écoute-moi. Je suis ta mère. Je te connais depuis que tu es née. Je sais ce qui est bon pour toi, mieux que tu ne le sais toi-même. Cet homme va te faire souffrir. Je le sens. Fais-moi confiance. Christine m'a regardé longuement. J'ai vu passer dans ses yeux une lutte silencieuse, un combat intérieur entre ce qu'elle voulait et ce qu'elle croyait me devoir. Puis elle a soupiré, vaincue. D'accord, maman, je vais réfléchir. 3 semaines plus tard, elle a rompu avec Julien. Il était trop... Je ne sais pas. On n'était pas compatibles, finalement. Tu avais raison. J'ai hoché la tête gravement. Tu vois, j'avais raison. Tu mérites mieux, ma chérie. Un homme stable, sérieux, qui ne passera pas ses week-ends à escalader des montagnes, au lieu de construire une vie avec toi. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est que chaque fois que Christine voyait Julien, je l'appelais pour lui rappeler mes inquiétudes. Chaque fois qu'ils avaient un rendez-vous, je trouvais une excuse pour avoir besoin d'elle. Une migraine soudaine, une fuite d'eau dans la salle de bain, une angoisse inexplicable qui m'empêchait de dormir. « Christine, tu peux passer ce soir? Je ne me sens pas bien. J'ai peur que ce soit le cœur, comme ton père. S'il te plaît, ne me laisse pas seule cette nuit. » Elle annulait ses rendez-vous avec Julien pour venir me tenir la main. Elle me préparait une tisane, elle me prenait la tension. Elle passait des heures à me rassurer. Et le lendemain, j'allais parfaitement bien. Julien s'est lassé. Un soir, après un énième rendez-vous annulé, il a dit à Christine: « Ta mère ne m'acceptera jamais. Elle fait tout pour nous séparer. Et toi, tu ne la tiens jamais à distance. À chaque fois qu'on doit se voir, elle trouve une urgence, une crise, une raison pour que tu viennes chez elle au lieu de rester avec moi. Je t'aime, Christine, je t'aime, Christine. Mais je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un qui place sa mère avant tout le reste. » Il est parti, et Christine est restée, seule, avec moi. Le deuxième homme s'appelait Marc. Christine avait 28 ans. Elle l'avait rencontré dans une librairie, au rayon philosophie. Il était professeur au lycée, cultivé, doux, attentionné. Il portait des lunettes rondes, il citait Camus et Sartre. Il l'emmenait voir des expositions dans les musées de Rouen. Cette fois, Christine ne me l'a pas présenté tout de suite. Elle a attendu 6 mois. 6 mois pendant lesquels elle a vécu une relation secrète, cachée, comme si elle avait peur de ma réaction. Quand elle m'en a finalement parlé, j'ai senti la panique monter. « 6 mois? Tu me caches des choses maintenant? Ta propre mère? » « Je ne te cachais rien, maman.
Je voulais juste être sûre avant de te le présenter. Je voulais savoir si c'était sérieux entre nous. » »« Sûre de quoi? Que tu peux me mentir impunément? Que tu peux vivre une double vie sans que je le sache? Je croyais qu'on se disait tout, toi et moi. Je croyais qu'on était proches, qu'on avait une relation de confiance. Mais apparemment, je me trompais. Christine a pâli. « Maman, ce n'est pas du mensonge. C'est juste que je voulais... » »« Tu voulais me cacher quelque chose d'important. C'est la définition du mensonge, ma chérie. Je suis blessée, Christine. Vraiment blessée. Je croyais que notre relation était spéciale, différente. Mais apparemment, tu préfères garder des secrets. » J'ai pleuré. Encore une fois, ces larmes qui venaient si facilement quand j'avais besoin d'elles. Ces larmes qui étaient devenues mon arme la plus efficace. Et encore une fois, Christine a cédé. Elle m'a présenté Marc. J'ai fait la même chose qu'avec Julien. Les questions, les remarques, les doutes exprimés avec une sollicitude feinte. Un professeur de philosophie? Ce n'est pas un vrai métier, ça. Les professeurs sont mal payés, ils n'ont aucune perspective d'évolution. Qu'est-ce qu'il va faire quand il aura 50 ans? Toujours enseigner les mêmes textes, aux mêmes adolescents indifférents? Il fume? C'est mauvais pour la santé, ça. Le tabac cause des cancers, des maladies cardiaques. Tu vas devenir veuve jeune, comme moi. Tu veux vraiment revivre ce que j'ai vécu avec ton père? Il veut des enfants? Mais tu as presque 30 ans, Christine. Si tu attends encore, ce sera trop tard. Les grossesses tardives sont à risque. Est-ce qu'il te presse pour avoir des enfants? Ou est-ce qu'il te fait des promesses vagues qu'il ne tiendra jamais? Marc a tenu un an de dîner tendu, où je distillais mon venin avec le sourire. De remarques acerbes, présentées comme des conseils maternels. De comparaisons défavorables, avec des hommes imaginaires, que Christine aurait pu rencontrer si elle avait fait d'autres Soumia. Choix. Un soir, après un énième dîner chez moi, où j'avais passé la soirée à critiquer son métier, sa famille, ses perspectives d'avenir. Marc a dit à Christine « Je t'aime, vraiment, mais je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un qui laisse sa mère contrôler chaque décision, chaque choix, chaque aspect de notre relation. Ta mère sera toujours entre nous. Elle sera toujours là, à juger, à critiquer, à saper tout ce qu'on essaie de construire. Tu dois choisir, Christine, elle ou moi. » Christine a choisi. Elle m'a choisi, moi, encore une fois. Marc est parti. Le troisième homme s'appelait Antoine. Christine avait 33 ans. C'était peut-être le dernier vrai amour de sa jeunesse, la dernière chance qu'elle avait de construire une vie différente. Antoine était architecte, comme son père. Il avait voyagé partout dans le monde pour ses projets. L'Inde, le Japon, le Brésil, le Maroc. Il parlait 4 langues couramment. Il avait des histoires fascinantes à raconter. Il montrait à Christine des photos de temples anciens et de gratte-ciel modernes. Il était tout ce que Christine avait toujours rêvé d'être. Libre, aventurier, curieux du monde. Cette fois, elle ne m'a rien dit du tout. Pendant 8 mois, elle a vécu une relation secrète, cachée, comme une adolescente qui craint la punition de ses parents. Elle me mentait sur ses week-ends, inventait des réunions de travail, des visites chez des amis que je ne connaissais pas. Je l'ai découvert par hasard. Un dimanche après-midi, je suis passée chez elle sans prévenir. J'avais préparé un gâteau aux pommes, son préféré, et je voulais lui faire la surprise. J'ai sonné. Pas de réponse. J'ai attendu sur le palier, puis devant l'immeuble, pendant 2 heures. Quand elle est arrivée, elle n'était pas seule. Un homme marchait à côté d'elle, grand, élégant, avec des cheveux grisonnants aux tempes et un sourire chaleureux. Il lui tenait la main.
Il riait de quelque chose qu'elle venait de dire. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Mon regard est passé de Christine à l'homme, de l'homme à leurs mains entrelacées. C'est plutôt à moi de poser la question. « Qui est cet homme ? Et pourquoi me l'as-tu caché ?» Antoine m'a regardé, surpris par mon ton glacial. Christine a pâli. « Maman, je te présente Antoine. On est ensemble depuis quelques mois. Je voulais te le dire, mais... » « Quelques mois. Tu me mens depuis des mois. Tu me caches ta vie. Tu m'exclus de ton existence. »« Maman, ce n'est pas... » »« Non. Ne dis rien. Je comprends maintenant. Je ne compte plus pour toi. Je ne suis qu'une vieille femme encombrante dont tu as honte. Un fardeau dont tu voudrais te débarrasser. » Antoine a essayé d'intervenir. Sa voix était calme, mesurée, celle d'un homme habitué à désamorcer les conflits. « Madame, je crois qu'il y a un malentendu. Christine vous aime beaucoup. Elle m'a parlé de vous avec énormément de tendresse et de respect. Si elle ne vous a pas présenté plus tôt, c'est parce que... » « Ne me parlez pas. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas ce que j'ai sacrifié pour cet enfant. 22 heures de travail par jour pour lui payer ses études. Des nuits blanches à veiller sur elle quand elle était malade. Des années de solitude après la mort de son père. Vous ne savez pas ce que c'est d'élever une fille seule, de lui donner tout, absolument tout, et d'être traitée comme une étrangère, comme une intruse dans sa propre vie. J'ai pleuré, des larmes de colère, de peur, de désespoir, des larmes qui coulaient sur mes joues, comme un torrent impossible à arrêter. Christine m'a accompagnée chez moi. Elle est restée avec moi toute la nuit, pendant que je sanglotais sur le canapé, un mouchoir trempé dans la main. Mais je suis désolée, maman. Je ne voulais pas te faire de la peine. Je t'aime, tu le sais. Alors pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as caché cet homme? Parce que je savais que tu n'approuverais pas. Comme les autres. Comme Julien, comme Marc. Je savais que tu trouverais quelque chose qui n'allait pas, une raison de me mettre en garde, une excuse pour me faire douter. Si je n'approuve pas, c'est parce que je veux ton bien. Ces hommes ne sont pas assez bien pour toi. Tu mérites mieux, ma chérie. Tu mérites quelqu'un de parfait, quelqu'un qui ne te fera jamais souffrir. Christine a baissé les yeux. Je voyais ses épaules trembler, ses mains serrées sur ses genoux. Antoine est parti 3 mois plus tard. 3 mois de rendez-vous espacés, de conversations téléphoniques écourtées, de projets annulés parce que j'avais encore une fois besoin de Christine. Un soir, il lui a dit « Je t'aime, Christine. Tu es la femme la plus douce, la plus intelligente, la plus attachante que j'ai jamais rencontrée. Mais je ne peux pas me battre contre ta mère. Elle sera toujours entre nous, toujours là pour saper notre relation, toujours là pour te culpabiliser et te ramener vers elle. Et tant que tu ne couperas pas ce lien, tu ne seras jamais libre. Tu ne seras jamais vraiment toi-même. » Christine n'a pas coupé le lien. Elle est restée avec moi. Et Antoine est parti rejoindre un projet au Canada. Il lui a envoyé une carte postale, une seule, 6 mois plus tard. Une photo des chutes du Niagara, avec ces mots au dos. « Je pense encore à toi. J'espère que tu trouveras ton chemin. » Christine a gardé cette carte dans un tiroir de sa table de nuit. Je l'ai trouvée des années plus tard, quand j'ai aidé à vider son appartement. Elle était cornée, usée, comme si elle l'avait regardée des centaines de fois. Le premier tournant est arrivé quand Christine avait 40 ans. C'était devenu une routine entre nous, ces déjeuners du dimanche. Je préparais le repas. Elle arrivait à midi. Nous mangions en regardant les informations à la télévision. Nous parlions de tout et de rien. Son travail, mes voisins,
la météo, les nouvelles du village, des conversations superficielles qui évitaient soigneusement tous les sujets importants. Mais ce dimanche-là, quelque chose était différent. Christine est arrivée pâle, fatiguée, les yeux cernés comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Tu vas bien, ma chérie? Tu as l'air épuisée. »« Oui, maman, juste le travail. Une période chargée au cabinet. » Mais je voyais bien que ce n'était pas le travail. Il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, de plus douloureux. Après le repas, elle est allée aux toilettes. Elle a oublié son téléphone sur la table de la salle à manger. Je sais que je n'aurais pas dû. Je sais que c'était une violation de sa vie privée, une intrusion inexcusable, mais quelque chose m'a poussée à le faire. Peut-être l'instinct maternel, peut-être la curiosité malsaine, peut-être simplement le besoin de savoir ce qu'elle me cachait. J'ai regardé. Il y avait un message d'un médecin, le docteur Delmas, gynécologue. Mademoiselle Blanchard, suite à nos examens et à notre conversation de la semaine dernière, je confirme malheureusement que votre réserve ovarienne est très faible pour votre âge. Si vous souhaitez avoir des enfants biologiques, il faudrait envisager rapidement des options de procréation médicalement assistée. Je suis conscient que c'est une nouvelle difficile à recevoir, et je reste à votre entière disposition pour en discuter et vous accompagner dans cette réflexion. Mon cœur s'est arrêté. Christine ne pouvait plus avoir d'enfant, ou plutôt, elle n'en aurait probablement jamais. Parce qu'elle avait 40 ans, parce qu'elle était seule, parce que tous les hommes qui auraient pu lui donner des enfants, lui donner une famille, lui donner une vie différente, étaient partis à cause de moi. Quand Christine est revenue des toilettes, j'ai reposé le téléphone à sa place. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas trouvé les mots. Ou peut-être que je n'ai pas eu le courage de les prononcer. Mais cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un doute. Un doute horrible, insupportable, qui m'a empêché de dormir jusqu'à l'aube. Et si j'avais fait une erreur? Et si, en voulant la protéger, je l'avais détruite? J'ai chassé cette pensée. Je me suis dit que c'était le destin, que ce n'était pas ma faute, que Christine avait fait ses propres choix. Elle aurait pu tenir tête aux hommes. Elle aurait pu partir à Paris malgré mes larmes. Elle aurait pu vivre sa vie comme elle l'entendait. Si elle était restée, c'est parce qu'elle le voulait, n'est-ce pas? Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Une fissure s'était ouverte dans le mur de certitude que j'avais construit pendant des décennies. C'est ma petite nièce Émilie qui a fait tomber ce mur. Émilie est la fille de ma nièce Sophie, elle-même fille de ma sœur cadette Madeleine. Elle a 32 ans, elle est psychologue pour enfants dans un hôpital parisien. Et elle n'a jamais eu peur de dire ce qu'elle pensait. C'est une jeune femme directe, intelligente, qui refuse les faux-semblants et les non-dits. Un jour de février, elle est venue me rendre visite. C'était rare. Nous n'étions pas proches. Je ne la voyais qu'aux réunions de famille, aux mariages et aux enterrements. Mais Sophie lui avait demandé de prendre de mes nouvelles, sans doute pour vérifier que la vieille tante ne dépérissait pas toute seule dans sa grande maison. Nous avons bu du thé dans mon salon, assise face à face dans les fauteuils où je m'asseyais avec Christine tous les dimanches. Émilie a regardé autour d'elle, observant les photos sur les murs, sur la cheminée, sur le buffet. Des photos de Christine à tous les âges. Christine bébé dans mes bras. Christine à 3 ans sur un manège. Christine à 10 ans soufflant les bougies de son gâteau d'anniversaire. Christine adolescente. Christine diplômée. Christine adulte. Rien que Christine. Pas une seule photo de moi seule. Pas une seule photo de Marcel. Pas une seule photo qui ne la montrait pas elle. Tante Renée, je peux te poser une question directe?
Bien sûr, je t'écoute. Christine? Elle va bien? J'ai froncé les sourcils. Bien sûr qu'elle va bien. Pourquoi me demandes-tu ça? Émilie a hésité, tournant sa tasse entre ses mains. Je l'ai croisée la semaine dernière, au marché de Rouen. Elle faisait ses courses seule, un samedi matin. On a parlé quelques minutes, mais elle avait l'air éteinte, comme si quelque chose en elle s'était cassé depuis longtemps, comme si elle portait un poids invisible sur les épaules. Elle est juste fatiguée. Le travail, tu sais, la comptabilité, c'est un métier stressant. Tante Renée. Émilie m'a regardé droit dans les yeux, sans ciller. Christine a 43 ans. Elle vit seule depuis toujours. Elle n'a jamais eu de relation durable, jamais voyagé, jamais pris de risques, jamais vraiment vécu. Et elle habite à 15 minutes de chez toi depuis plus de 20 ans. Tous les week-ends, elle vient ici. Tous les jours, elle t'appelle. Elle a organisé toute sa vie autour de toi. Et alors, nous sommes proches. C'est normal entre une mère et sa fille unique. Non, ce n'est pas normal. J'ai senti la colère monter. Cette colère défensive qui me prenait chaque fois que quelqu'un osait questionner ma relation avec Christine. Qu'est-ce que tu insinues exactement, Émilie? Que je suis une mauvaise mère? Que j'ai fait quelque chose de mal? Émilie a posé sa tasse sur la table basse. Je suis psychologue, tante Renée. Je travaille avec des familles tous les jours. Des familles dysfonctionnelles, des relations toxiques, des liens qui détruisent au lieu de construire. J'ai appris à reconnaître les schémas, les patterns, les signaux d'alarme. Et tu penses que ma relation avec Christine est toxique? C'est ça? Que je suis une mère toxique? Je pense que Christine aurait besoin d'aide. Et toi aussi. Je pense que vous êtes prises toutes les deux dans quelque chose qui vous dépasse. Quelque chose qui s'est construit sur des années et des années et que vous ne pouvez pas résoudre seule. Je me suis levée, tremblante de rage. Je n'ai pas besoin d'aide. Et ma fille non plus. Notre relation est parfaitement saine. Nous nous aimons, c'est tout. L'amour d'une mère pour sa fille, c'est la chose la plus naturelle au monde. Émilie s'est levée aussi. Et elle n'avait pas l'air en colère, juste triste. Triste pour moi peut-être, ou triste pour Christine. L'amour ne suffit pas, tante Renée. L'amour peut aussi être une prison. L'amour peut étouffer, contrôler, détruire. L'amour mal dirigé fait parfois plus de mal que la haine. Elle m'a tendu une carte de visite. C'est une collègue à moi, le docteur Hélène Martin. Elle est spécialisée dans les thérapies familiales. Elle aide des parents et des enfants à reconstruire des relations plus saines. Si jamais tu changes d'avis, si jamais tu décides de regarder la vérité en face, appelle-la. J'ai pris la carte, je l'ai mise dans un tiroir de mon bureau, et j'ai essayé d'oublier. Mais les mots d'Émilie ne me quittaient pas. Ils tournaient dans ma tête comme une mélodie obsédante, une chanson qu'on ne peut pas s'empêcher de fredonner. L'amour peut aussi être une prison. Une prison? Moi, j'avais construit une prison? Non, impossible. C'était absurde. J'avais tout donné à Christine, tout sacrifié, hein? J'avais renoncé à ma propre vie pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle ne manque de rien, pour qu'elle soit protégée. Sauf que, était-elle heureuse? J'ai commencé à observer Christine différemment, à vraiment la regarder, au lieu de voir ce que je voulais voir. Et ce que j'ai vu m'a terrifiée. Christine souriait rarement. Elle riait encore moins. Quand elle parlait de son travail, c'était avec une résignation morne, sans passion, sans intérêt. Quand je lui demandais ses projets pour le week-end, pour les vacances, pour l'avenir, elle haussait les épaules. « Quel projet, maman? Je travaille, je dors, je viens te voir le dimanche. C'est ma vie.
C'est comme ça depuis des années. » Un dimanche, j'ai osé lui poser la question qui me brûlait les lèvres. « Tu es heureuse, ma chérie ?» Elle m'a regardée longuement. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, quelque chose de profond et de douloureux. Puis elle a dit « Je ne sais pas, maman. Je ne sais plus ce que ça veut dire, être heureuse. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas posé la question. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai ressorti la carte de visite du docteur Martin du tiroir, où je l'avais enfouie. Je l'ai regardée pendant des heures, à la lumière de ma lampe de chevet. Et le lendemain matin, j'ai appelé. Le docteur Martin m'a reçu seul pour la première séance. Son cabinet était exactement comme je l'ai décrit au début de cette histoire. Sobre, professionnel, rassurant. Elle m'a fait asseoir dans un fauteuil confortable et m'a offert un verre d'eau. « Madame Blanchard, pourquoi êtes-vous venue me voir ?» J'ai hésité. Comment expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? Ma nièce Émilie m'a dit que ma relation avec ma fille n'était peut-être pas saine. Elle m'a donné votre carte. Je voulais vous prouver qu'elle a tort, que je suis une bonne mère, que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le bien de Christine. Le docteur Martin a souri doucement. Vous voulez me prouver quelque chose? À moi, une inconnue? Ou peut-être à vous-même? À vous, à tout le monde, je veux qu'on comprenne que j'ai fait de mon mieux. Je vois. Elle a pris quelques notes dans son carnet. Parlez-moi de Christine, de votre relation avec elle, depuis le début. J'ai parlé pendant 1 heure. J'ai raconté la mort de Marcel, les années de solitude, tout ce que j'avais sacrifié pour élever Christine seule. J'ai raconté les nuits blanches, les inquiétudes, les peurs. J'ai raconté tout ce que j'avais donné, tout ce à quoi j'avais renoncé. J'ai renoncé à tout pour elle. Ai-je dit en conclusion. Je ne me suis jamais remariée, même si j'aurais pu. Je n'ai jamais voyagé, même si j'en rêvais. J'ai consacré ma vie entière à ma fille. 25 ans de dévouement total. Le docteur Martin a hoché la tête lentement. Et Christine? Qu'a-t-elle sacrifié pour vous? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Je ne comprends pas la question. Votre fille, a-t-elle renoncé à des choses pour vous? Des études, un travail, des relations, des rêves? Elle a fait des choix raisonnables. Je l'ai guidée, c'est tout. Je l'ai aidée à éviter les erreurs. Guidée? Oui. Je l'ai aidée à prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions selon qui? Le silence s'est installé entre nous. Selon ce qui était le mieux pour elle. Selon vous donc. Selon ce que vous pensiez être le mieux pour elle. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Oui, mais je suis sa mère. Je la connais mieux que personne. Je sais ce qui est bon pour elle. Le docteur Martin a posé son stylo. Madame Blanchard, je vais vous poser une question difficile. Êtes-vous prête à l'entendre? J'ai hoché la tête, le cœur battant. Pensez-vous que Christine a eu le choix? Vraiment le choix? Ou pensez-vous qu'elle avait ce que vous vouliez parce qu'elle avait peur de vous décevoir, de vous perdre, de vous faire souffrir? Le silence est tombé sur la pièce. J'entendais le tic-tac de l'horloge, le bruit de ma propre respiration, les battements de mon cœur. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, une brèche dans le mur que j'avais construit pendant des décennies. Je ne sais pas. C'est une réponse honnête. C'est peut-être la réponse la plus honnête que vous ayez jamais donnée. Le docteur Martin s'est penché vers moi. Madame Blanchard, je voudrais voir Christine. Seule d'abord, pour entendre sa version de l'histoire. Puis avec vous,
ensemble. Accepteriez-vous une thérapie familiale? Accepteriez-vous d'entendre ce que votre fille a à dire, même si c'est douloureux? J'ai hésité longuement. Une partie de moi voulait fuir, rentrer chez moi, oublier cette conversation. Mais une autre partie, celle qui avait vu le visage éteint de Christine, celle qui avait lu le message du médecin sur son téléphone, me murmurait « Il est temps de regarder la vérité en face ». Puis j'ai dit oui. La séance familiale a eu lieu 3 semaines plus tard. C'est là que Christine a prononcé les mots qui ont changé ma vie. Elle m'a volé 20 ans de ma vie. Quand elle a eu fini de parler, le docteur Martin s'est tourné vers moi. « Madame Blanchard, vous avez entendu ce que votre fille vient de dire? Qu'en pensez-vous » J'ai senti la colère monter. La colère, la défense, le réflexe de nier. Tout ce mécanisme que j'avais perfectionné pendant des années. C'est faux, j'ai tout fait pour son bien. Si elle est malheureuse, ce n'est pas ma faute. Elle aurait pu faire d'autres choix. Elle aurait pu tenir tête, partir quand même, vivre sa vie comme elle l'entendait. Si elle est restée, c'est parce qu'elle le voulait. Maman. Christine m'a regardée. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais sa voix était étrangement calme. Est-ce que tu m'as laissé faire d'autres choix? Une seule fois? Bien sûr que oui. Tu décidais toi-même. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Non, maman, tu ne m'as jamais forcé. Tu pleurais. Tu me culpabilisais. Tu me disais que j'allais te tuer de chagrin, que tu allais mourir seule comme grand-mère, que je t'abandonnais comme papa t'avait abandonné en mourant. Sa voix s'est brisée. Comment est-ce que j'aurais pu partir après ça? Comment est-ce que j'aurais pu vivre ma vie, construire quelque chose, aimer quelqu'un, en sachant que tu souffrais à cause de moi? Tu as transformé mon amour pour toi en une chaîne invisible, mais plus solide que n'importe quelle prison. J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour me défendre, mais le docteur Martin m'a interrompu. « Madame Blanchard, je vais vous montrer quelque chose. » Elle a sorti une feuille de papier de son dossier. J'ai demandé à Christine de faire un exercice la semaine dernière. Elle a listé tous les moments de sa vie où elle a voulu faire quelque chose et où elle y a renoncé, pas à cause de circonstances extérieures, mais à cause de vous. Elle m'a tendu la feuille. J'ai lu. 1995. Voyage scolaire en Angleterre. 2 semaines à Londres et Cambridge. Maman a dit non. Trop dangereux. 1996. Cours de théâtre. Maman a dit non. Pas un vrai métier. 1999. Études de langue à Paris. Maman a pleuré pendant des jours, jusqu'à ce que je renonce. 2003. Relation avec Julien. Maman l'a critiqué systématiquement. Il est parti. 2005. Offre d'emploi à Paris, grand cabinet international. Maman a pleuré, j'ai refusé. 2007. Relation avec Marc. Maman l'a fait fuir en 1 an. 2010. Invitation à un mariage en Italie. Maman a dit qu'elle serait trop inquiète. 2012. Proposition de partir 6 mois aux États-Unis pour une formation. J'ai dit non sans même lui en parler, parce que je savais ce qu'elle dirait. 2014. Relation avec Antoine. Maman l'a découvert et l'a fait fuir. 2016. Promotion avec mutation à Lyon. J'ai refusé pour ne pas laisser maman. 2019. Invitation à un anniversaire à Barcelone. Maman m'en a appelé toute la semaine pour me dire combien elle serait inquiète. 2022. J'ai envisagé l'adoption en tant que célibataire. J'en ai parlé à maman. Elle a dit que ce serait trop dur pour moi seule. La liste continuait. Des dizaines de lignes. Des dizaines de rêves abandonnés, de projets avortés,
de vie non vécue à cause de moi. J'ai lâché la feuille. Elle est tombée sur mes genoux, puis a glissé au sol. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais plus à les contrôler. Ce n'est pas... Je ne voulais pas... Maman. Christine pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui coulèrent sur ses joues. Tu m'as volé ma vie. Tu comprends? Je n'ai rien. Pas de mari, pas d'enfant, pas de souvenirs de voyage, pas d'aventure, pas d'histoire à raconter. J'ai 43 ans et je n'ai jamais vécu, parce que tu avais besoin de moi, tout le temps, pour tout, parce que tu ne supportais pas l'idée que je sois loin de toi, que je construise quelque chose sans toi, que je sois heureuse ailleurs qu'à tes côtés. Le silence est tombé sur la pièce comme un linceul. Le docteur Martin a dit doucement « Madame Blanchard, ce que Christine décrit s'appelle un lien d'emprise parentale. Ce n'est pas de l'amour, même si ça y ressemble de l'extérieur. C'est du contrôle. C'est de la possession. Et même si vous n'en aviez pas conscience, même si vos intentions étaient sincèrement bonnes, le résultat est le même. Christine n'a pas pu vivre sa vie parce que vous aviez besoin qu'elle vive la vôtre. J'ai regardé ma fille de 43 ans, seule, sans enfant, sans vie, sans joie, à cause de moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu la vérité. Pas la vérité que je me racontais depuis des décennies. La vraie vérité. La vérité nue, brutale, insupportable. J'avais été une mère terrible. Pas une mère absente. Pas une mère froide comme la mienne. Une mère présente. Trop présente. Une mère aimante. Trop aimante. Une mère qui avait étouffé sa fille sous le poids de son amour, qui l'avait emprisonnée dans une cage dorée, qui avait détruit tous ses rêves au nom de la protection. J'avais détruit ma propre fille. Ce qui s'est passé ensuite a été le moment le plus douloureux de ma vie. J'ai voulu nier. J'ai voulu me défendre. J'ai voulu dire que Christine exagérait, qu'elle ne voyait que le négatif, qu'elle oubliait tout l'amour que je lui avais donné. Mais le docteur Martin ne m'a pas laissé fuir. Madame Blanchard, je comprends que c'est difficile à entendre. Personne ne veut se voir comme le méchant de l'histoire, surtout quand on a agi par amour. Mais regardez votre fille. Vraiment, est-ce qu'elle a l'air d'une femme épanouie? J'ai regardé Christine. Elle était recroquevillée sur elle-même, les bras croisés sur la poitrine, comme pour se protéger. Les yeux rouges, le visage défait. Elle avait l'air d'une enfant perdue, pas d'une femme de 43 ans. Non, elle n'avait pas l'air épanouie. Elle avait l'air brisée. « Christine ?» Ma voix était un murmure, à peine audible. « Ma chérie, je ne savais pas. Je croyais vraiment que je faisais ce qu'il fallait. Je croyais que je te protégeais. Je croyais que l'amour suffisait. » Christine a levé les yeux vers moi. « Mais tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Pas une seule fois. Tu décidais ce qui était bien pour moi. Tu décidais ce qui me convenait. Tu décidais de ma vie entière. Et quand j'essayais de faire autrement, tu pleurais jusqu'à ce que je cède. Tu as fait de ton amour une arme. Maman, une arme que tu as retournée contre moi pendant 40 ans. C'était vrai. Je ne lui avais jamais demandé ce qu'elle voulait. J'avais décidé pour elle. Toujours. Parce que je savais mieux. Parce que j'étais sa mère. Parce que je voulais la protéger. Mais de quoi l'avais-je protégée? De la vie elle-même. J'ai éclaté en sanglots. Pas des sanglots de manipulation cette fois. Pas des larmes pour la culpabiliser et la ramener vers moi. Des vraies larmes. Des larmes de honte, de regret, de désespoir. Des larmes que je ne pouvais pas contrôler, qui jaillissaient du plus profond de mon être,
comme un barrage qui cède. « Pardon », ai-je murmuré entre deux sanglots. « Mon Dieu, Christine, pardon. Je suis tellement désolée. » Christine ne m'a pas répondu. Elle s'est levée brusquement, elle a pris son sac, et elle est sortie du cabinet sans un mot. La porte s'est refermée derrière elle, avec un claquement sec. Je suis restée seule avec le docteur Martin, effondrée dans le fauteuil, le visage dans les mains. « Elle me déteste !» ai-je dit entre deux sanglots. « Ma fille me déteste. Et elle a raison. » « Non, elle ne vous déteste pas. Elle souffre. Ce n'est pas la même chose. La haine est froide, distante. Ce que Christine ressent est chaud, douloureux, vivant. C'est la souffrance de quelqu'un qui aime et qui a été blessé par cet amour. Comment est-ce que je peux réparer ça? C'est trop tard, non? Elle a 43 ans. Elle ne peut plus avoir d'enfants. Elle ne peut plus rattraper les années perdues, les voyages qu'elle n'a pas faits, les amours qu'elle n'a pas vécus. Madame Blanchard, le docteur Martin s'est penché vers moi, sa voix douce mais ferme. Il n'est jamais trop tard pour changer. Jamais. Christine a encore des décennies devant elle. Elle peut encore voyager, aimer, construire quelque chose. Mais pour cela, il faut que vous fassiez quelque chose de très difficile. Quoi? Je ferai n'importe quoi. Dites-moi ce que je dois faire. Lâcher prise. J'ai relevé la tête. Lâcher prise. Laissez Christine vivre sa vie, sans votre approbation, sans vos conseils, sans vos larmes, sans vos appels quotidiens, sans vos dîners dominicaux obligatoires, sans votre présence constante dans chacun de ses choix. Vous devez accepter qu'elle s'éloigne de vous. Qu'elle construise quelque chose qui ne vous inclut pas, qu'elle soit heureuse sans vous. J'ai fermé les yeux. C'était la chose la plus terrifiante qu'on m'ait jamais demandée. Je ne sais pas si j'en suis capable. C'est pour ça que je suis là. Nous allons travailler ensemble, vous et moi. Mais la vraie question c'est, êtes-vous prête à essayer? Êtes-vous prête à souffrir pour que votre fille soit libre? Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les semaines qui ont suivi ont été un enfer. Christine ne répondait plus à mes appels. Quand j'essayais de la joindre, je tombais sur sa messagerie. Mon numéro n'était pas bloqué. Elle voyait que j'appelais. Mais elle ne décrochait pas. Au bout de 3 jours de silence, j'ai reçu un message. Un seul. J'ai besoin de temps. Ne me contacte pas. Je te dirai quand je serai prête. J'ai voulu l'appeler quand même. J'ai voulu aller chez elle, frapper à sa porte, la supplier de me pardonner. J'ai voulu pleurer, crier, lui dire que je l'aimais et que je ne pouvais pas vivre sans elle. Mais le docteur Martin m'a retenue. Si vous faites ça, vous recommencez le même schéma. Vous ne respectez pas ses limites. Vous lui montrez une fois de plus que vos besoins passent avant les siens. C'est exactement ce qui l'a détruite pendant 40 ans. Mais je veux juste m'excuser. Je veux juste lui dire que je regrette. Non, vous voulez être pardonné. Ce n'est pas la même chose. Vous voulez que cette douleur s'arrête, que tout redevienne comme avant, que Christine revienne vers vous et vous dise que tout va bien. Mais Christine n'est pas prête à vous pardonner. Elle n'est peut-être pas prête à entendre vos excuses. Et elle n'y est pas obligée. J'ai passé des nuits blanches, des journées entières à pleurer dans ma grande maison vide, des semaines à me demander si ma fille me reparlerait un jour. J'ai commencé une thérapie individuelle avec le docteur Martin, 2 fois par semaine. Je venais dans son cabinet et je parlais de mon enfance, de ma mère, de son silence, de sa froideur, de son absence d'amour, de mon mariage avec Marcel, de ma peur de l'abandon, de tout ce que j'avais construit pour me protéger de cette peur, sans voir que je construisais une prison pour ma fille. Votre mère ne vous a jamais montré d'affection.
a dit le docteur Martin un jour. Elle ne vous a jamais dit qu'elle vous aimait. Elle ne vous a jamais encouragé. Elle ne vous a jamais soutenu dans vos rêves. Et vous avez eu si peur de reproduire ça avec Christine que vous avez fait exactement l'inverse. J'ai voulu lui donner tout l'amour que je n'avais pas reçu. Oui, mais vous l'avez étouffé avec cet amour. Vous l'avez submergé. Vous avez transformé votre amour en un besoin dévorant qui ne lui laissait aucun espace pour respirer. Ce n'était plus de l'amour, c'était de l'angoisse. Votre angoisse d'être seul, votre angoisse d'être abandonné, votre angoisse de revivre ce que vous avez vécu avec votre propre mère. Elle avait raison. Tout ce que j'avais fait pour Christine, la garder près de moi, la protéger du monde, l'empêcher de partir, ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur. Peur d'être seule, peur d'être abandonnée, peur de finir comme ma mère, isolée et amère, peur de revivre ce que j'avais vécu quand Marcel était mort. Et en essayant d'éviter la douleur, j'avais causé une douleur bien pire. J'avais détruit la seule personne au monde que j'aimais vraiment. 3 mois après la séance familiale, j'ai reçu un appel. C'était Christine. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. « Christine, ma chérie, je ne suis pas prête à te voir. Pas encore. Mais je voulais te dire quelque chose. Oui, tout ce que tu voudras. Je vais partir. » Le silence est tombé entre nous. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Partir? Partir où? J'ai trouvé un travail à Bordeaux. Un cabinet plus grand, une meilleure position, un salaire plus élevé. Mais surtout, une nouvelle vie. Loin de Rouen, loin de cette maison, loin de toi. J'ai senti les larmes monter. J'ai senti la panique, le réflexe de pleurer, de supplier, de la retenir comme je l'avais toujours fait. Mais j'ai pensé au docteur Martin. J'ai pensé à tout ce que j'avais appris. J'ai pensé à cette liste, cette terrible liste de rêves abandonnés. Et j'ai dit quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir dire. C'est bien. Christine a marqué une pause. J'ai entendu sa respiration dans le téléphone. Surprise, incrédule. Pardon? C'est bien, Christine. Tu mérites cette chance. Tu mérites de vivre ta vie, de découvrir de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes. Tu mérites d'être libre. Et Ma voix s'est brisée. Les larmes coulaient sur mes joues. Mais je les ai laissées couler sans essayer de les transformer en larmes. Je suis désolée de t'avoir empêché si longtemps. Je suis désolée pour tout. Le silence. Un long silence. J'entendais Christine respirer de l'autre côté du fil, et j'ai su qu'elle pleurait aussi. Puis elle a dit « Tu le penses vraiment ?»« Oui, je le pense vraiment. Pars, Christine. Vis ta vie, et ne t'inquiète pas pour moi. » J'ai entendu quelque chose dans sa voix. Quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. De l'espoir. « Maman, merci. » Non, Christine. Ne me remercie pas. Je ne le mérite pas. Mais je vais essayer de changer. Je vais essayer de devenir une meilleure mère, même si c'est tard. Je vais essayer pour toi et pour moi. Elle a raccroché. Et moi, je me suis effondrée sur mon canapé. Et j'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de manipulation. Ce n'était pas des larmes pour la faire revenir. C'étaient des larmes de libération. Les premières de ma vie. Christine est partie pour Bordeaux en janvier. C'était un matin gris et froid. Un de ces matins d'hiver où le ciel semble peser sur les épaules comme une couverture de plomb. J'aurais pu aller à la gare. J'aurais pu l'accompagner jusqu'au train, la serrer dans mes bras, pleurer sur le quai. C'est ce que j'aurais fait avant.
Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée chez moi. J'ai regardé par la fenêtre le ciel gris et les arbres dénudés. Et j'ai envoyé un message simple, juste quelques mots. « Bonne route, ma chérie. Je t'aime. Je te souhaite tout le bonheur du monde. » Elle a répondu 2 heures plus tard, alors que son train devait déjà rouler vers le sud. « Merci, maman. » C'était tout. 2 mots. Mais c'étaient les plus beaux mots que j'avais jamais lus. Parce qu'ils étaient sincères. Parce qu'ils n'étaient pas forcés. Parce qu'elle les avait écrits de son plein gré, sans culpabilité, sans obligation. Les premiers mois ont été difficiles. Je me réveillais le matin avec l'envie irrépressible de l'appeler. Je prenais mon téléphone, je commençais à composer son numéro, puis je le reposais. Je passais devant son ancien immeuble et je sentais mon cœur se serrer. Je comptais les jours sans nouvelles, les heures de silence. Mais je tenais bon. Le docteur Martin m'avait donné un exercice. Chaque fois que je voulais contacter Christine, je devais écrire dans un journal ce que je voulais lui dire. Puis je devais me demander, est-ce pour elle ou pour moi? Est-ce que je l'appelle parce qu'elle a besoin de moi ou parce que j'ai besoin d'elle? La plupart du temps, la réponse était claire. C'était pour moi. C'était mon angoisse, ma solitude, mon besoin de contrôle qui parlait. Alors je n'envoyais pas le message. Je fermais mon journal et je continuais ma journée. Christine m'a appelée 1 fois par mois au début. Des conversations courtes, prudentes, comme si elle testait le terrain. Elle me parlait de son travail, de son appartement avec vue sur la Garonne, de la ville qu'elle découvrait. Elle ne me demandait pas de venir. Je ne proposais pas. Puis, petit à petit, les appels sont devenus plus longs, plus détendus. Elle riait parfois, un vrai rire que je n'avais plus entendu depuis des années, et elle me racontait des anecdotes de son bureau, les restaurants qu'elle avait découverts, les promenades le long du fleuve. Un jour, 6 mois après son départ, elle m'a dit « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur s'est serré. L'ancien réflexe a surgi. Cette peur, cette jalousie, ce besoin de critiquer et de mettre en garde. Mais j'ai respiré profondément. J'ai compté jusqu'à 10 dans ma tête. Et j'ai dit « Comment s'appelle-t-il ? Parle-moi de lui. » Philippe. Il est vétérinaire. Il a un cabinet en banlieue de Bordeaux. Il a 46 ans. Il est divorcé depuis 5 ans. Il a une fille de 15 ans qui vit avec lui, 1 semaine sur 2. Divorcé. Une fille d'un autre lit. Tout ce que j'aurais critiqué avant, tout ce que j'aurais utilisé pour semer le doute dans son esprit. Mais j'ai dit, il a l'air bien. Tu es heureuse avec lui? Christine a marqué une pause. J'ai senti sa surprise à travers le téléphone. Oui, maman, je crois que oui. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que je suis heureuse. Alors c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte pour moi, Christine. Que tu sois heureuse. Le silence. Puis Christine a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Merci, maman. Merci de me laisser vivre. Cela fait maintenant 2 ans que Christine vit à Bordeaux. Elle a 45 ans. Elle est toujours avec Philippe. Ils vivent ensemble depuis 1 an dans une maison avec un jardin, près du centre-ville. Elle s'entend bien avec sa belle-fille Léa, une adolescente passionnée de danse et de chevaux. Elle n'aura jamais d'enfant biologique. C'est trop tard. Et parfois, la nuit, je pleure en pensant à tous les petits enfants que je ne connaîtrai jamais, à tous ces moments de bonheur que j'ai empêchés par mon égoïsme. Mais le docteur Martin m'a appris quelque chose. Les regrets ne servent à rien s'ils ne mènent pas au changement. Vous ne pouvez pas changer le passé, Renée. Personne ne le peut. Mais vous pouvez changer le présent. Vous pouvez devenir une mère différente,
Une mère qui soutient au lieu de contrôler. Une mère qui encourage au lieu de retenir. Une mère qui laisse sa fille être libre. Alors j'ai changé. Vraiment changé. J'ai appris à vivre seule. Vraiment seule pour la première fois de ma vie. J'ai découvert que la solitude n'était pas forcément une malédiction, qu'elle pouvait être un espace de liberté et de découverte. J'ai rejoint un club de lecture au centre culturel de la ville. Tous les jeudis soirs, je retrouve une dizaine de personnes pour discuter de romans. J'ai découvert des auteurs que je n'aurais jamais lus toute seule. J'ai appris à débattre, à défendre mes opinions, à écouter celles des autres. J'ai commencé à voyager. Rien d'extraordinaire au début. Des week-ends en Bretagne, une semaine en Italie avec un groupe organisé. Mais c'était plus que ce que j'avais fait en 30 ans. J'ai vu la mer à Étretat, les canaux de Venise, les oliviers de Toscane. J'ai goûté des plats que je ne connaissais pas. J'ai parlé avec des inconnus. J'ai découvert que le monde était plus grand et plus beau que je ne l'avais imaginé. J'ai renoué avec mes sœurs Madeleine et Françoise, que j'avais négligées pendant des années, parce que Christine prenait toute ma place. J'ai découvert que j'avais des nièces formidables, des femmes intelligentes et drôles, que je connaissais à peine. J'ai assisté aux anniversaires de mes petits-neveux, au mariage de mes cousins éloignés. J'ai reconstruit une famille autour de moi, une famille que j'avais oubliée pendant que je m'accrochais à Christine. Et surtout, j'ai appris à aimer Christine différemment, plus comme une possession, plus comme une extension de moi-même, plus comme quelqu'un qui devait remplir le vide de ma vie, mais comme une personne à part entière, avec ses propres rêves, ses propres choix, sa propre vie. Une personne que j'aime profondément, mais que je laisse libre d'être elle-même. Le mois dernier, Christine m'a invitée à Bordeaux. J'y suis allée, en train, seule, avec une petite valise et le cœur battant. C'était la première fois que j'allais chez elle depuis son départ. Elle m'attendait à la gare, souriante, détendue. Elle portait une robe légère et des sandales. Elle avait les cheveux plus courts, un bronzage léger. Elle avait l'air heureuse, vraiment heureuse. Nous nous sommes embrassés sur le quai, maladroitement, comme des personnes qui réapprennent à se connaître. Puis elle m'a conduite chez elle, dans cette maison avec un jardin dont elle m'avait tant parlé. J'ai rencontré Philippe, un homme doux, calme, attentionné, avec des cheveux grisonnants et un sourire chaleureux. Exactement le genre d'homme que j'aurais critiqué avant. Mais quand je l'ai vu regarder ma fille, quand j'ai vu l'amour dans ses yeux, la façon dont il lui touchait l'épaule en passant, la façon dont il riait de ses blagues, j'ai compris. Il l'aimait, vraiment. Et elle l'aimait aussi. J'ai passé 3 jours chez eux. 3 jours de conversation, de promenade le long de la Garonne, de dîner sur la terrasse. 3 jours à découvrir cette nouvelle Christine, cette femme épanouie que je n'avais jamais connue. Le dernier soir, nous étions assises toutes les deux sur le balcon de sa chambre. Le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de rose et d'orange. Philippe était en bas, en train de ranger la cuisine. Léa était dans sa chambre, ses écouteurs sur les oreilles. Christine tenait un verre de vin blanc. Elle regardait l'horizon, les yeux perdus dans la lumière du crépuscule. « Maman !» a-t-elle dit. « Oui, je te pardonne. Mon cœur s'est arrêté. Les mots que j'attendais depuis 2 ans. Les mots que je n'osais plus espérer. Christine, je ne dis pas que ce que tu as fait était bien. Je ne dis pas que je n'ai pas souffert, que je n'ai pas perdu des années de ma vie, que je ne porte pas encore les cicatrices de tout ça. Mais je comprends maintenant. Tu avais peur. Tu voulais me protéger. Tu ne savais pas faire autrement. Tu reproduisais ce que tu avais appris, ou plutôt ce que tu n'avais pas appris.
Elle m'a regardée. Ses yeux étaient humides, mais sa voix était calme. « Et tu as changé, vraiment changé. Je le vois. Tu ne m'appelles plus tous les jours. Tu ne me culpabilises plus quand je ne peux pas venir te voir. Tu m'as laissé partir sans faire de scène. Tu as accepté Philippe sans le critiquer. Tu es devenue une autre personne. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu m'aimes vraiment. » J'ai pleuré. Des larmes silencieuses, des larmes de gratitude, des larmes de soulagement. Je suis tellement désolée, ma chérie. Pour tout, pour toutes ces années, pour tout ce que je t'ai fait perdre. Je sais, maman. Je sais. Elle m'a pris la main. Sa main était chaude, douce. On ne peut pas effacer le passé. Les années perdues sont perdues. Les enfants que je n'aurai pas, je ne les aurai pas. Mais on peut construire quelque chose de nouveau, ensemble, différemment. J'ai serré sa main. Oui, différemment. Nous sommes restés là, main dans la main, à regarder le soleil disparaître derrière l'horizon. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti la paix m'envahir. Aujourd'hui, je suis assise dans mon salon en Normandie. C'est un dimanche après-midi de printemps. Les arbres bourgeonnent, les oiseaux chantent. Le soleil entre par la fenêtre ouverte. Sur la cheminée, il y a une photo de Christine et Philippe, souriant, devant la Garonne. À côté, une photo de nous deux, prise le mois dernier lors de ma visite. Je m'appelle Renée Blanchard. J'ai 69 ans. Et pendant 40 ans, j'ai été une mère toxique sans le savoir. J'ai contrôlé ma fille. Je l'ai étouffée. Je lui ai volé 20 ans de sa vie. J'ai fait fuir les hommes qui l'aimaient. Je l'ai empêchée de voyager, de rêver, de vivre. Je l'ai gardée près de moi comme un oiseau en cage, en me persuadant que c'était de l'amour. Mais aujourd'hui, je suis une autre femme. Non pas parce que j'ai été punie, non pas parce que j'ai perdu quelque chose, mais parce que j'ai ouvert les yeux, parce que j'ai accepté de regarder la vérité en face, même si elle était insupportable, parce que j'ai choisi de changer, même si c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Ce que j'ai appris, que l'amour ne suffit pas, que les bonnes intentions ne suffisent pas, que parfois les parents les plus aimants sont aussi les plus destructeurs, que la protection peut devenir une prison, que le dévouement peut devenir un contrôle, que l'amour mal dirigé fait parfois plus de mal que l'indifférence, et que la vraie preuve d'amour, ce n'est pas de garder nos enfants près de nous, c'est de les laisser partir. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule mère à se regarder en face, à questionner ses actes, à reconnaître les signaux d'alarme, à changer avant qu'il ne soit trop tard, alors tout cela aura eu un sens. Parce qu'au bout de la douleur, il y a toujours une leçon. Et au bout de la nuit, il y a toujours l'aube. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.